Voilà, c'est un nouveau numéro qui commence ici sur Télé 50, version croisée, est au rendez-vous. Vous également, madame, messieurs. Merci beaucoup. Alors, beaucoup pour votre fidélité. Le bras de fer constitutionnel entre le pouvoir et l'opposition continue justement de s'articuler, de se complexifier. L'Église catholique a pris position. Elle s'est alignée avec la SENCO sur la position de l'opposition en adoptant une posture plutôt stricte, frontale et parfois même polarisante face à la question du changement de la Constitution. Est-ce que les choses vont davantage s'empirer les jours à venir? Surtout que le PPRD aussi a relancé ses activités politiques. On en parle dans cette émission avec deux bons invités. Je commence par le cadre du PPRD, Jean-Pierre Bellessi. Maître, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir mon cher ami Gaïta, merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs, mais également mon co-débatteur. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, oui. Le PPRD vient de relancer ses activités. Nous avons tenu notre réunion hier. Ouais. Si vous voulez bien qu'on en parle, hein. Ne me tirez pas le verre du nez avant le temps. Il n'y a pas de souci. On en parlera au moment opportun, si vous voulez bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Bellessi. Votre co-débatteur, c'est donc Emmanuel Chibambe, cadre de l'UDPS, mais aussi fondateur du CNRC, qui veut dire Cadre National de Réflexion sur les Réformes Constitutionnelles. Merci à vous également. Bonjour. Bonjour Gaëtan, bonjour à Jean-Pierre Bellessi, bonjour à tous les Congolais qui ont eu l'occasion de nous suivre en ce moment. Je voulais un tout petit peu rectifier. Oui. Je suis cadre de l'UDPS. Il ne faut pas ajouter main. Lorsque vous ajoutez main. Alors, si cette conjonction vous croise, je pourrais dire cadre de l'UDPS et fondateur j'aimerais que vous limitiez là, cadre de l'UDPS, mais nous avons créé, au sein de notre parti, nous avons créé un cadre national pour la... Vous êtes créateur alors, si vous voulez pas. Je suis cofondateur. Cofondateur. On est au nombre de 6. Ouais. Je peux citer de mémoire, j'ai vu Tchiaba, comment il s'appelle? Tchiaba Snato, j'ai vu qui est le président apparemment. Oui, notre coordonnateur. Richard Pinda. Oui, nous avons également Maître Joël Kitenge, ainsi que Maître Innocent Kadiata. Ce sont là les amis avec lesquels nous avons créé ce cadre. Vous n'avez pas boutiqué quelque chose là pour soutirer de l'argent auprès des responsables, des leaders de l'UDPS, ceux qui sont au pouvoir, etc. Non, loin de là, cher ami. En fait, l'idée c'est laquelle? Vous savez, nous avons constaté que depuis un certain temps, parce que on ne peut pas se leurrer, hein, le débat actuellement dans le pays, dans tous les forums, dans tous les médias, c'est le débat sur les réformes constitutionnelles. Alors, nous avons estimé que certains de nos amis, pas tous, certains de nos amis, qui vont dans les débats télévisés, même dans les réseaux sociaux, ils se votent dans tous les sens, le débat dans tous les sens. Oui. Nous avons estimé qu'il était impérieux que nous fassions quand même une sorte de formation, que nous cherchions des professionnels de médias. Ça veut dire que vous affiniez vos éléments de langage. Exactement. Donc nous avons cherché d'abord des spécialistes dans le domaine, ça veut dire des juristes, constitutionnalistes, qui viennent nous donner de la matière. Quand je dis nous, ça veut dire nous tous, nous communiquons en général, et chercher également des spécialistes dans le domaine de la communication. Le cadre a connu le concours d'un éminent professeur de communication de notre pays, le professeur Jean-Claude Matoumouine Makwala. Donc, tous les amis de l'IFASIC en savent quelque chose. Et voilà un peu. Donc, j'attends que vous citiez aussi quelqu'un que je connais, qui est admiré partout en RDC, le patron de Télé 50. Bien entendu. J'ai bien dit que le cadre a connu le concours des éminents. Oui, vous n'avez pas cité Jean-Marie Kassama, avant que je continue. Non, Gaëtan, il faut pas chercher le pouls dans le chevet, il faut pas chercher les pouls dans... Ils ont été également formés par Jean-Marie Kassama. C'est un éminent personnage. À travers un enseignement axé sur la communication politique. On va y revenir, si vous voulez. Voilà. Donc, juste, je vais rebondir. Donc, on n'a pas fait ça pour soutirer quoi que ce soit. Vous verrez que mais vous êtes financé par qui, si c'est pas le cas? Je réponds alors. C'est moi pour que je réponde, parce que nous recueillons beaucoup de questions allant dans ce sens-là. Nous sommes autofinancés. Là, ça, il faut que tout le monde le sache. Maître Donald Kabassi l'a mis à la patte. Moi également. On dit que c'est un avocat qui est dans des lignes également, ça se comprend, C'est un avocat qui a mis ses honoraires d'avocat
Minier, notamment. Justement, Oui. nous sommes, j'ai dit... Il en a plein les poches maintenant aussi, c'est normal. Comment? Vous avez loué Hilton pendant 3 jours. Du vendredi, Ami, je pense, de cher jeudi ami, à dimanche. Cher ami, je vous dis, nous nous sommes cotisés. Ce qui est sûr, nous nous sommes cotisés Oui. avec, j'ai bien dit, nous sommes au nombre de 6. Oui. Et parmi nous, là, le 6, personne n'est chômeur. Vous verrez qu'il y a des administrateurs qui sont dedans. Il y a des éminents avocats. Je vous ai dit que Maître Noël Kabassé, c'est un avocat qui perçoit ses honoraires en tant que tel. Il y a Maître Joël Kiteng également, qui est un éminent avocat qui perçoit également ses émoluments en tant que tel. Il y a Maître Innocent Kadiata. Et puis il y a... Mais vous savez, je sais, qui est le leader du groupe de réflexion d'élite Tshisekedi qu'on appelle GRET. Alors, ce n'est pas je n'importe qui. vous dis quand même une vérité. Pourquoi? Pardon, 30 secondes, s'il vous plaît. Nous nous sommes dit, nous devons accompagner le chef de l'État. Nous devons accompagner les autorités parce que on ne peut pas faire de débat sur les réformes constitutionnelles sans en avoir la matière. Nous avons une cible bien identifiée. Ok? Alors, la cible doit avoir de la matière, de la raison pour laquelle nous voulons y arriver. Alors, si nous laissons les amis aller à l'emporte-pièce pêle-mêle, nous risquerons d'atteindre notre objectif. J'avais remarqué que l'UDPS n'avait pas un seul narratif, c'est ça, non? Comment? Vous avez rattrapé un peu le train, parce que chaque communicateur avait son discours sur le changement de la Constitution. C'est pourquoi nous, soucieux de l'ampleur de cette histoire, nous sommes dit non, il serait mieux que nous appelions nos amis qui vont dans les médias, même dans les réseaux sociaux, qui fassent une formation même de 3-4 jours, par des éminentes personnalités dont je vous ai énuméré, pour que, lorsqu'ils seront sur terrain, qu'ils aient des éléments de langage, non seulement les éléments de langage, et qu'ils aient aussi de la matière. C'est pourquoi nous avons fait appel aux éminents professeurs de droit et aux éminentes personnalités du monde de la communication, comme Jean-Marc Kassama, vous l'avez cité, mon grand frère que j'aime bien, et le professeur Jean-Claude Chilumbaï, qui était venu. Jean-Claude Chilumbaï, c'est un professeur de droit. Oui, il est intervenu au sujet des éléments de langage. Voilà. Donc, il n'y avait pas que lui. Peter Kazadi. Il y avait aussi l'honorable, l'excellentissime maître Peter Kazadi. Oui. Donc, il est venu, il nous a formé, il nous a donné des éléments de langage, et le professionnel de médias nous ont ingurgité comment se comporter dans les différents... Laissez-moi commencer le débat, pardon. Ces éléments de langage, on aimerait les entendre, mon porteur. Vous avez aussi un bon avocat. On verra s'il sera en mesure de déconstruire en 10 secondes, tout ce qu'on nous a inculqué. On n'a pas été financé. Nous demanderons d'ailleurs aux autorités de l'Union sacrée qui nous regardent en ce moment de venir nous rejoindre parce que nous avons déjà évolué. Nous n'avons pas entendu que le chef d'État nous donne le moyen. Nous avons sorti nos propres moyens. Vous pouvez même vérifier dans tous les salons possibles. Vous verrez qu'aucune autorité ne nous a donné même $10 américains. Mais nous avons besoin de moyens qui nous viennent en aide. Vous avez déjà des postes, non? Merci beaucoup à vous. Voilà. Vous avez des postes. Vous savez, je vous l'ai dit en aparté, hein. Dans le paysage audiovisuel congolais, les cadres de l'UDPS, vous n'avez pas bonne presse apparemment. Vous avez sorti de l'argent de vos poches pour occuper Hilton pendant 3 jours. Mais quand vous venez dans les médias, on a l'impression qu'on a Jean-Pierre Bélé, vous êtes là en train de travailler. D'après vous, c'est le paradis. Mais quand vous venez dans les médias aussi, il faut quand même être, vous montrer généreux. Vous fustigez, vous stigmatisez Hilton comme si c'était le paradis. C'est pas le paradis. Il faut montrer généreux aussi envers les journalistes. Ici à Kinshasa. Donc, même vous, si vous voulez aussi occuper Hilton, vous pouvez le faire avec la volonté tout simplement. Je pense pas que Jean-Pierre Bélé saura le faire. C'est un avocat. Vous l'aurez compris, pour terminer mon introduction et mon analyse, que les laboratoires, les officines continuent de travailler, soit pour préparer la population en une sorte de campagne. Il y a déjà une forme de campagne qui est lancée. Les pasteurs des églises de réveil aussi ont rétorqué au communiqué de la SENCO. L'Union sacrée de la nation même a tenu des propos virulents à l'endroit de l'église catholique en qualifiant leur prise de position d'un acte subversif, c'est-à-dire, en d'autres termes, que l'Église se préparerait à perpétrer un coup d'État contre le pouvoir en place. Alors, le PPRD aussi n'est pas resté en reste, où le PPRD a décidé de relancer ses activités, raison pour laquelle je pose la première question à Jean-Pierre Bélessi. Qui reste-t-il encore du PPRD? Est-ce que cette relance des activités est officielle? Avez-vous reçu le quitus du ministère de l'Intérieur pour commencer encore? Merci beaucoup, monsieur Gaïta, pour la question que vous me posez. En fait, vous savez que si nous avons repris les activités, c'est justement parce que
il y a les enjeux de l'ère qui demandent à ce que nous puissions répondre normalement à nos activités, et surtout que la mesure qui avait été prise à l'adolescence de suspendre le PPRD, c'était une mesure qui est complètement illégale et irrégulière. Nous l'avons dénoncé parce que la mesure de suspension... Elle a été levée, la question que je me pose. Ne peut pas aller au-delà de 30 jours. Non, la loi, elle est claire là-dessus, c'est-à-dire une fois que les 15 jours sont passés, d'office, s'il n'y a pas un acte à l'adolescence d'introduire une requête en justice pour demander la dissolution d'un parti politique, d'office, le parti doit reprendre normalement ses activités. Et nous avons constaté cela, qu'il n'y avait pas un acte à l'adolescence, cela. C'est pourquoi nous avons repris nos activités. Et mais vous avez attendu longtemps. Non, pas longtemps, en fait. Ouais. Pas longtemps. Je l'ai dit tantôt ici, que face aux enjeux de l'heure, donc le PPRD ne devrait pas être indifférent, et c'est pourquoi nous avons organisé cette réunion pour relancer les activités, notamment mettre des stratégies en place pour barrer la route à ceux qui veulent aujourd'hui changer notre constitution. Et vous avez suivi la déclaration que nous avons donnée. La déclaration, elle est là dans les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire, nous disons non au changement de la Constitution. Oui. Nous disons non à un troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Et vous exigez la libération de vos cadres. Nous disons non, justement, à la dictature, voire la tyrannie. Ce qui implique, justement, comme vous l'avez dit, les arrestations arbitraires que nous sommes en train de constater au sein de notre parti politique, notamment l'arrestation arbitraire et injuste de notre vice-président national, le professeur Obé Minakou, mais également l'arrestation arbitraire et injuste de notre secrétaire permanent, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, mais également, si vous le permettez, il y en a beaucoup, hein, le secrétaire national en charge de la mobilisation du parti, le camarade Dounia. Est-ce que le PPRD ne s'est pas Gaillardi après justement la sortie de la SENCO? Vous êtes dit, voilà, on a quand même un allié de taille qui pourrait nous aider, nous donner un peu de volume, je dirais, pas forcément. d'opposants. Vous savez, les esprits avertis ne doivent pas être indifférents face à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le pays, c'est-à-dire une volonté coûte que coûte, soit un forcing, soit un passage en force, dans le sens de vouloir restaurer, soit implanter la dictature dans ce pays. Donc, personne ne peut être indifférent face à cela. Donc, moi, je félicite ici la sortie médiatique de la SENCO, parce que c'est la thématique de l'émission, qui ne fait que dire la vérité. Alors, parce que, avant de vous poser la question de savoir si c'est un acte subversif ou pas, écoutez un peu mon analyse. Oui. Quand on fait vraiment, on scrute les choses de manière froide, on se rend compte que le pouvoir a une certaine majorité, ou plutôt un certain avantage sur vous. Il a la majorité parlementaire, le contrôle des institutions. Il a également, apparemment, la population derrière elle. Justement, derrière lui plutôt le pouvoir. Le pasteur, on dit que 85% des Congolais sont pour le changement de la Constitution. Vous avez qui derrière vous? Ça me fait rigoler franchement, parce que dire ici que l'opposition n'a pas la population derrière elle, c'est tromper énormément, parce que vous savez qu'aujourd'hui toutes les annonces faites par l'opposition, il ne faut que trembler, je pense que le pouvoir en place. Vous avez vu la journée ville morte, vous avez vu que la ville a été militarisée, n'est-ce pas? Les sit-ins également, qui était une réussite totale, également la ville avait été militarisée. Donc, ici, la paix a changé de camp, mon cher ami. Donc, ce n'est pas une question de dire ici que... Comment ça? Mais parce qu'aujourd'hui, ce que veut le peuple congolais, c'est ce que veut l'opposition. Parce que l'opposition aujourd'hui veut à ce que la constitution congolaise soit respectée. Ce qui n'est pas, n'est-ce pas, normal pour un homme averti de ne pas croire à ce que nous disons, de ne pas croire à ce que nous faisons, parce que l'opposition aujourd'hui appelle justement au respect de la constitution. L'Église catholique qui est constante dans cette position, parce que depuis toujours, n'est-ce pas, l'opposition, l'Église catholique ne fait que dire la vérité. Et d'ailleurs, moi, ça me choque lorsque je vois nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir. Qui a mandaté l'Église pour dire
mandaté le changement de la Constitution qui a mandaté, n'est ni opportun, ni urgent, ni, je sais pas moi, peu importe ce que l'Église a dit. Qui a mandaté l'Église catholique? Qui a mandaté les églises de réveil de parler au nom et pour le compte du peuple? Qui a mandaté ces églises-là? Voyez-vous, c'est un faux débat. Je pense que lorsque nos amis étaient dans l'opposition, oui, ils ont bénéficié du soutien de l'Église catholique. Et vous vous souvenez des propos de Jean-Marc Abound à l'époque, n'est-ce pas, secrétaire général de l'UDPS, lorsqu'il disait 50-50. Voyez-vous? Donc c'est un faux débat. Oui, la question importante ici, nous devons savoir pourquoi est-ce que nos amis veulent changer la Constitution. Et le débat sera intelligent, oui, pour que ceux qui sont aujourd'hui de la majorité nous disent quelle est la motivation qu'il y a autour du changement de la Constitution. Parce heureusement que nous ne voyons Emmanuel Chibambe, il est bien armé pour ça. Nous ne voyons pas l'opportunité, comme me l'a dit l'Église catholique, ni l'urgence pour qu'on touche à la Constitution. Et surtout que la Constitution ne prévoit pas ces modalités de son changement. Alors, qui a mandaté l'Église catholique pour parler en tenant un discours, un argument d'autorité, comme pour trancher que il ne faudrait pas qu'on change la Constitution maintenant, absolument? Ça, c'est la question que je vous pose. Cher Gaëtan, j'ai devant moi la Constitution de la République. Alors, j'ai parcouru de son premier article jusqu'à son dernier, au 229e article. Je n'ai vu nulle part où il est stipulé que la SENCO serait une des institutions de la République. Nulle part. Je vous dis, j'ai même fouillé, je suis allé même plus loin. J'ai même fouillé dans des bibliothèques de notre pays. Je vous signale et je vous rappelle, tel que vous me voyez, je suis un rat de bibliothèque. Je ne sais pas pour m'inventer. Je n'ai nulle part vu la SENCO étant l'une des institutions de notre pays. La SENCO, c'est une asbelle. C'est un fait privé. Vous voulez en venir? Où est-ce que vous voulez en venir? Je veux en venir en disant que la République démocratique du Congo a ses institutions. Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunes. Voilà les institutions de la République. Et lorsque vous parcourez cette Constitution, dans son article 218, là je rentre dans le cadre de la révision. Cette Constitution donne droit aux institutions de la République de pouvoir initier sa révision. Et la population. Et voilà, et la population également. Oui. Une frange de 100 000 Congolais, tout ça, va par une pétition. Oui. Nulle part je vis la SENCO, ni l'Église catholique. D'ailleurs, je suis catholique pour votre gouvernement. Alors, vous avez été choqué aussi par les propos de l'Église? Moi, si oui, qu'est-ce qui vous a vraiment particulièrement, sans tomber dans le militantisme UDPC, mais qu'est-ce qui vous a vraiment choqué aussi en tant que chrétien d'abord? Non, d'abord, moi, je n'ai pas été choqué. Je n'ai pas été choqué parce que... C'est pas une surprise pour vous? Pour moi, c'est pas une surprise. Je vous dis, pour un acteur averti, un acteur politique averti, des noms de Macron, ne peut pas être choqué, ni surpris. Nous savions depuis tout le temps, depuis la nuit temps, que la SENCO roule. Ici, moi, je ne parle pas de l'Église catholique, je parle de la SENCO. Ah bon? Nous le savons que... C'est quoi la différence? La différence est que l'Église catholique... Il y a vous... y compris moi, parce qu'il doit me consulter. Ah. Or, la SENCO... Vous êtes catholique? La SENCO, elle est constituée d'un groupuscule de fidèles catholiques qui ont le même titre que moi. Parce que ce sont des fidèles catholiques autant même ce sont des évêques. S'il vous plaît, Pour avoir été catholique, il faut écouter ma nuance, s'il vous plaît. Je vais vous laisser la parole. Je suis dans le cadre là où il y a l'évêque, c'est là qu'il y a l'église. C'est comme ça que l'église est constituée. En tout cas, ils ont parlé au nom de la SENCO. Allez-y, oui. La SENCO qui est un fait privé, comme je l'ai dit, une asbelle, c'est un groupuscule de gens qui sont accoquinés pour, moi également, j'ai une asbelle, ok? Mon asbelle ne peut pas parler au nom de la République, non. Mais il y a des asbelles à longueur de journée. Et puis, il y a des campagnes par-ci par-là pour le changement de la Constitution. Oui. Pourquoi lorsqu'un groupuscule de gens s'est réuni, parler pour la République et vous donnez de l'ampleur comme si c'était le Deus ex machina ou c'était l'archange de la République? Non! La SENCO, c'est comme le CC qui s'était aussi prononcé. Et puis, nous devons respecter aussi notre population. Moi, je pense que nos amis politiciens en soutane, les chauds, les consorts, doivent respecter les institutions de la République de notre pays. Pourquoi je dis ça? Nous sommes un pays laïque. La laïcité est reconnue dans la Constitution. Il ne peut pas
avoir la posture comme si leur déclaration était prépondérante, elle était au-dessus de... Non, non. Et puis selon les études, je vous dis, aujourd'hui, je suis catholique, mais on nous renseigne que nous ne sommes pas majoritaires dans le pays. La dernière question avant que je repose la question, je redonne plutôt la parole à Jean-Pierre Bélessi. Non, mais je l'ai fait quelques minutes, il a parlé oui, je sais, mais c'était les questions d'entrée de jeu, maintenant on va commencer à du tac au tac. Oui. Ouais. Puisque vous avez été formé sur ça, les Congolais vous suivent, la SENCO dit il n'y a pas opportunité, il n'y a ni urgence. Alors vous, en tant que cadre du DPS, qu'est-ce que vous dites à la population? C'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'urgence? Alors, laissez-moi, je vais vous énumérer. Oui. Ne m'interférez pas, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous ai dit d'entrée que la SENCO n'était pas l'une des institutions de la République. Donc, à ce titre, ils ne peuvent pas voir l'opportunité. Ils sont déjà disqualifiés. Quant à l'opportunité, vous avez dit quoi? L'urgence. Il y a un autre. Oui, ils sont disqualifiés. Nécessité, voilà, excusez-moi. Et quoi? Nécessité, opportunité, justement, urgence. Partant de ces trois faits, l'urgence, nécessité et opportunité, elle est disqualifiée. C'est une asbelle qui a un but lucratif. Qui a un but précis. Sans but. Excusez, c'est juste un lapsus. Ils n'ont pas de but lucratif. Ça veut dire qu'ils sont bien positionnés par rapport à vous, pouvoir. Le pouvoir a un but politique. La SENCO a un but. Laissez-moi vous répondre parce qu'il y a des gens qui veulent écouter ma réponse, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous ai dit que la SENCO était une association des personnes qui n'ont pas la même mise sur les institutions de la République. Ça, c'est un fait, c'est vraiment un point capital, il faut que les gens retiennent. Ça veut dire que lorsque vous n'appartenez pas dans l'une des institutions de la République, vous ne verrez ni l'opportunité, ni la nécessité, ni quoi, je sais pas, l'urgence du changement des constitutions dans notre pays. Ils ne verront pas, parce qu'ils n'ont pas qualité. Mais sont des Congolais. Il n'y a que, bien sûr, ces Congolais-là, écoutez, ces Congolais-là vont observer. Ils vont l'observer comme d'autres aussi ont observé qu'il y a nécessité, et puis il y a urgence, et puis il y a utilité de pouvoir changer la Constitution. Chers amis, partout où nous sommes très fréquents dans les médias, et nous sommes aussi trop actifs dans les réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, je reçois plus ou moins 3000 messages par jour sur WhatsApp, et d'autres réseaux, des critiques, d'autres réseaux. Écoutez, mais il y a des critiques, et il y a des sujets là aussi qui, s'il vous plaît, messieurs, quand vous parliez, je m'étais dessus, s'il vous plaît. 3000. Faut pas me déranger. Allez. Ça, c'est moi. Si ça vous semble étrange, en tout cas, je vous demanderai de faire autant que moi. Donc, faut pas me déranger. Alors, il y a des gens, en tout cas, quand je tamise tous ces messages, je constate que, en tout cas, il y a près de 80, j'ai dit, de ceux-là qui m'envoient le message. Je n'ai pas dit que j'ai fait une étude pour la République, non. Je constate que 80% ou 85% des Congolais sont favorables à l'initiative du changement des constitutions. Un peu comme M. Bama, Pierre a dit ça. Il a dit la même chose hier. C'était Congolais au même titre que M. Chole, M. Ambongo et M. Mouteba. Il y a personne qui est prêt. On doit mettre sur un même pied les propos de Ejiba et les propos de Chole qui représentent en fait les évêques de la RDC. Les propos de Chole, d'Ambongo, de la SENCO, ces propos ne peuvent pas prévaloir aux propos de M. Ejiba. Non. Parce que ce sont tous des Congolais. La SENCO, qui incarne Ambongo, Chole, Mouteba et consorts, ont réfléchi en tant que Congolais. M. Ejiba aussi en a fait en tant que tel. Vous verrez même qu'au sein même de la SENCO, il y a même un ou deux évêques qui n'avaient pas apposé leur signature dans leur déclaration. Pour vous dire que... De quelle région? Non. Cher ami, nous ne sommes pas dans ce sens-là. Il ne faut pas ramener le débat dans ce sens-là. Il faut rester dans le débat selon lequel la SENCO, non, ça n'est pas opportun, cher ami. Ce n'est pas nécessaire. Il faut voir d'abord la structure SENCO, qui n'a pas aussi incarné l'unanimité 100%. Parce qu'au sein de leur structure, il y a eu aussi des opposants. Ça veut dire qu'il y a eu aussi certains Congolais qui ont réfléchi. Il y a eu aussi certains Congolais qui ont, au sein de la SENCO, qui ont réfléchi différemment d'Ambongo et Chole. Mais il a dit. Donc, il faut voir que. C'est à majorité que ça a été voté. Bien sûr que oui. Non, c'est pour vous dire que ça n'a pas été adopté par l'unanimité. Il y a eu aussi des opposants. Alors, il faut que les gens retiennent que
Ejiba aussi avait donné sa position. L'église des réveils ont donné leur position. Ils avaient droit de manifester devant le palais du peuple. Pas Martin Fayoulou, pas Ados Nombassi, pas Denis Sessanga, et vous laissez faire les pasteurs seulement. Vous avez cité 4 personnes. Je peux en rajouter si vous voulez. Si vous citez, ils ne seront même pas 100 personnes. Mais de notre côté, vous verrez que c'est des millésimes de Congolais qui réclament le changement de constitution de notre pays. Maintenant, vous voulez, je chute par là. Oui. Maintenant, vous voulez travestir ou soit changer la règle du jeu, qui veut que c'est la loi de la majorité qui prime. Nous sommes dans un contexte où la majorité des Congolais réclament le changement de constitution, mais vous voulez nous inculquer un groupuscule de gens qui ne sont même pas majoritaires, qui sont minoritaires, et vous voulez nous inculquer leur position. Non. Alors, non. Quand la SENCO tient un communiqué tranché carrément sur le sujet, alors que ils sont les artisans du pacte social. Le pacte social, ça veut dire débattre, discuter, compromis pour un accord probable. Tiens, ce genre de discours, ça passe quand même, mais quand c'est l'Union sacrée de la nation, je vois des gens réagir, mais pourquoi est-ce qu'on parle de cette façon à l'Église catholique? Pourtant, l'Église a semblé parler aussi un peu comme en politique. Merci, M. Gaïta, pour la question. Je pense que j'aurai le même temps d'antenne que vous avez donné à mon co-débatteur. Ce que je ne comprends pas, c'est d'abord l'ingratitude qu'a l'UDPS aujourd'hui. L'ingratitude. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est ce qui me dépasse, en fait. Ce n'est pas l'UDPS aujourd'hui qui peut insulter, qui peut parler du mal de l'ANSECO. L'ANSECO a aidé l'UDPS lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Ça, c'est l'histoire. Je vais rappeler ça ici, que Jean-Marc Aboul, secrétaire général à l'époque de l'UDPS, a parlé de 50-50. Pourquoi aujourd'hui, la position prise par l'ANSECO fait très mal? Je ne comprends pas. Mais au lieu également de s'attaquer, aller au fond de la question, de la déclaration de l'ANSECO, mais ils sont en train d'injurier, d'insulter les évêques et tout ça. Mais rencontrer les évêques sur ce qu'ils ont dit, ça sera un débat intéressant, mon cher ami. Au lieu de s'attaquer tout simplement aux évêques, bon, vous empêchez l'ANSECO de parler au nom du peuple. Bon, les églises de réveil parlent au nom du peuple en quelle qualité? Faisons cette étude-là comparative. Vous dites non, l'ANSECO ne peut pas parler parce qu'elle ne peut pas engager le peuple congolais, mais l'église de réveil, les églises de réveil peuvent engager le peuple congolais et peuvent parler au nom du peuple congolais. De quoi vous parlez finalement, mon cher ami? Donc, évitez ce débat-là, c'est un débat de bas étage. Moi, je pense humblement que la question fondamentale, d'ailleurs, vous l'avez posé la question, il n'a pas répondu, c'est de nous dire c'est quoi la motivation qu'il y a derrière, n'est-ce pas, le changement de la Constitution. Ils ne le disent pas. Oh non, ils ont fait ça. Vous avez consulté le peuple où? Ce n'est pas par rapport à... Là, c'est 3000 messages, c'est beaucoup. Non, mais ce sont ces messages de personnes. Et aussi, il faut vérifier... Monsieur Blanc, ça, on peut arriver à l'échantillon. Mais c'est là vrai, mon cher ami, il a dit, c'est lui. Mais si vous voulez, on peut lancer aussi pourquoi nous une sorte de comment on appelle ça? Pourquoi nous disons? Comment on appelle ça lorsqu'on demande un sondage ici, sur nos commentaires YouTube, les gens peuvent se prononcer. Exactement, aider le peuple à faire cela, mon cher ami Gaïta, mais ce n'est pas à monsieur... il s'appelle, excusez-moi, Emmanuel Chibambe, de dire si qu'il reçoit 1000 messages et c'est ça l'échantillonnage, mon cher ami, non, pas du tout. Donc, ils n'ont consulté le peuple dans aucune voie qui permet que nous puissions dire que le peuple est d'accord avec le changement de la Constitution, mon cher ami. C'est un débat très bas. Moi, je pense que la question fondamentale, c'est qu'ils doivent nous dire pourquoi ils veulent changer la Constitution. Et moi, ça me choque, mon cher ami. Ça me choque de voir aujourd'hui l'UDPS qui a milité pour la démocratie et qu'à la fin des comptes, c'est l'UDPS aujourd'hui qui veut instaurer la dictature dans ce pays. C'est extrêmement grave. Mais le référendum, c'est pas la dictature, hein. Mais le référendum, vous la posez comme question. Mais, mon cher ami, le référendum élect, il est constitutionnel, j'allais dire. Parce que dans la Constitution, il n'y a que 3 matières qui font appel au référendum. Nous l'avons dit la dernière fois. C'est-à-dire, en dehors de ces 3 matières-là, on ne peut pas appeler au référendum sans une autre matière. Parce que la Constitution, dans son article 2, elle est claire là aussi la Constitution. C'est-à-dire, lorsqu'on veut changer la capitale, on peut
faire appel au référendum, c'est-à-dire consulter le peuple. Voilà une première des matières. Deuxième matière, c'est lorsque on veut faire une session, soit adjonction d'une partie de notre territoire. Voilà la matière où on peut également faire appel au référendum. Et la troisième des matières, c'est lorsque on veut réviser la Constitution. Trois matières exclusives. Exclusives. C'est vrai. Exactement. La Constitution n'a pas dit que c'était des matières exclusives. Bon, non. Voilà, c'est pas à moi de répondre. Non, sur les matières qui sont prévues pour le référendum. C'est moi Parce qu'il y a des canaux, débat. il y a des canaux qui sont prévus dans la Constitution. Oui. Au travers lesquels, n'est-ce pas, le peuple peut s'exprimer. C'est par les élections et pas le référendum. Vous comprenez? Alors, on sait que c'est les référendums, il y a que ces trois matières-là qui sont prévues dans la Constitution. En dehors de ces trois matières-là, il n'y en a pas une autre matière. J'ai relevé trois questions importantes. Mais justement, attendez. Je veux que ce soit vraiment un vrai débat. Je veux que ce soit un vrai débat. Qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est une loi qui est inconstitutionnelle. C'est une loi qui viole la Constitution parce que... C'est à la Constitution de trancher. Non, elle vient d'ajouter une quatrième matière qui n'est pas prévue dans la Constitution. Parce que la loi ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Elle ne peut pas déroger à la Constitution. Merci beaucoup. Donc la loi doit être conformée à la Constitution. Jean-Pierre Bellessi, s'il vous plaît, vous aurez la parole tout à à la l'heure. Constitution, mon cher ami. C'est ça ce qui est important ici. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'ils veulent changer la Constitution. S'il y a des dispositions qui énervent la Constitution, s'il y a des matières qui ne sont plus adaptées à notre Constitution, qu'on nous dise, et dans ces conditions, on va faire un débat intelligent. Mais ce n'est pas en venant, non, le peuple veut changer la Constitution, tout ça, mais sans nous prouver, sans nous démontrer. Merci Jean-Pierre Bellessi. J'ai retenu trois questions dans sa prise de parole. D'abord, vous répondez rapidement. Je voudrais vraiment que ce soit comme un ping-pong. Les églises de réveil parlent au nom de qui? Voilà. Et en quelle qualité? Justement. Rapidement, répondez rapidement. À votre question. Non, je poserai toutes les questions. Ne vous en faites pas. Tout ce Non, qu'il a dit, je vais poser comme question. je dois devoir faire une purification scientifique parce qu'il a dit des contre-vérités. On va arriver à la question des matières. C'est important. Non, on a du temps. Je réponds à votre question. Commencez d'abord par les églises de réveil. Au nom de la population, en quelle qualité. Je vous demanderai quelles sont les motivations, parce qu'il a dit, vous n'y avez pas répondu. Et la dernière question, pourquoi est-ce que cette loi référendaire ajoute une nouvelle matière au sujet notamment pour lesquels on doit recourir à la population par référendum? Je vais rétablir un petit peu la vérité parce qu'il y a des contre. Commencez par le début, oui. Que je commence par vos questions. Oui. Parce que vous allez me fractionner la parole à la fin. J'aimerais d'abord commencer par là. Oh là là. C'est très important. Allez-y. J'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas consulté le peuple. Ça, c'est une contre-vérité, cher ami. Il faut être attentif lorsque votre co-débatteur ou ton co-débatteur te parle. Il faut être attentif. J'ai dit, moi, personnellement, quand je discute avec des amis, à travers mes plateformes politiques, les réseaux sociaux, je reçois plus ou moins. Ça, c'est moi, monsieur. Tu ne peux pas les contester. Il faut me poser la question comment tu fais et puis je t'ai montré comment faire. Deuxièmement, il y a une contre-vérité. Tu dis que la Sénéco avait élu de Pescan. Oh là là. Quand, messieurs? Lorsque vous étiez dans l'opposition. Je ne sais pas si vous êtes déjà Jean-Marc ici. Non, monsieur. Vous oubliez? Non, monsieur, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Quand tu parles, moi je me tais. Vous posez la question Quand tu parles, moi je me tais. Vous posez la question directement. Il faut me respecter, s'il vous plaît. Vous me posez la question directement. Respectez-moi, parce que quand toi tu parlais, moi j'étais égal. Si vous me posez la question, si tu vas répondre dans ton temps d'antenne. Si je pose la question, attendez que je vous relance avec ça. Toutes mes questions. Attendez que je vous relance avec ça. Monsieur, c'est une contre-vérité en disant que la Sénéco avait des élus de PES. Soit il y a deux cas. Il y a deux cas, si vous le confirmez, soit vous ne connaissez pas l'histoire politique de ce pays, soit vous ne connaissez pas pratiquement. Jean-Pierre Bellessi, il me dérange. Je vous relancerai avec les questions. Oui, j'ai un débat tout de même. Je sais que c'est un débat, mais si c'est sans léser par ça, on continue. On peut y aller. Je vais rétablir tout de suite la vérité. Monsieur, à l'époque, ce n'était pas la Sénéco. À l'époque, nous étions tous ensemble avec le CALCC, non la Sénéco. Ah, voilà moi qui connais l'histoire. J'ai rétabli la vérité. C'était pas la Sénéco, c'est le CALCC. Le professeur Ndaïwel, Madame Léonie et consorts. C'était pas la Sénéco, c'est ça l'histoire. Mais qui peut donner autorisation aux églises, des clochers? Non, cher ami. Moi, si vous voulez tronquer l'histoire, je vous le dis. Moi, je trompe pas. Moi, je relate le fait tel que là, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. C'est que les médiocres dégagent qui? Comment? Que les médiocres dégagent. Écoutez, moi je parle de ceux qui ont accompagné l'UDPS en 2016. Ce n'était pas la Sénéco, c'était le CALCC qui nous ont accompagnés, nous. Mais ce n'était pas la Sénéco. Ça, faut le retenir toute ta vie. Il ne faut pas vraiment faire comme si tu n'étais pas au pays, comme si tu ne maîtrises pas l'histoire politique de ton pays.
C'est abominable, messieurs. Alors, par rapport à votre question. En quelle qualité, oui. Les églises de réveil parlent au nom de la population. Moi, j'ai vu nulle part où les églises ont dit nous parlons au nom de la population. J'ai vu nulle part. Oui. À moins que vous me démontrez, alors, malheureusement, j'ai pas vu les images. Moi, j'ai vu. Il y a eu d'abord un sondage. Vous ne pas achever mes propos. Pourquoi? Vous le laissez calme. Moi, à mon tour, vous m'infractionnez à chaque fois, Gaëtan. Les gens ont besoin d'écouter aussi mes réflexions. Cher ami, laissez-moi donner aussi le temps de m'exprimer et de répondre à vos questions. Moi, j'ai vu l'église, les évêques de l'église de réveil se réunir et parler du changement, de soutenir le changement de la Constitution. Ils n'ont pas dit, nous parlons au nom d'eux, comme le fait la Senco. Ils ont fait un sondage. Non, mais voilà. Et vous dites vous-même qu'ils ont fait un sondage. Vous êtes journaliste, vous le connaissez comment ça se fait, le sondage. Ils vont parler au nom de leur travail effectué. Voilà, nous sommes dans une telle zone géographique. Nous avons consulté une portion de la population dans une telle zone. Voilà, par rapport à cette zone-là, voilà ce que nous avons assorti comme résultat. Ça, c'est normal, c'est compréhensible. Mais la Senco, qu'elle nous dise, elle a fait le sondage où pour qu'elle prenne le monopole par le nom de la population. C'est abominable. Ils n'ont pas ce droit. Je vous ai dit, c'est un groupe de gens qui sont réunis pour parler au nom de la population en quelle qualité? Deuxième question, quelles sont les motivations pour un changement constitutionnel? Je vous ai dit ici que nous voulons adapter la réalité de fait par rapport à la vie politique de notre pays, à la vie sociologique et à la vie politique de notre pays. Aujourd'hui, chers amis, nous avons beaucoup de faits. Nous avons beaucoup d'exemples à pouvoir vous donner. Vous les connaissez même si vous... Bon, pas vous, je ne vous étiquette pas. Même si nos amis d'en face semblent miroiter leur visage, ils le savent que la réalité sociologique politique de notre pays ne cadre plus avec cette loi qui est devenue à moi. Oui, moi. La Constitution est en déphasage avec la réalité. Elle est totalement en déphasage. Moi, je dirais même obsolète. Parce qu'il y a quelques endroits où cette Constitution ne peut plus s'exprimer. Je vous donne un exemple. Un exemple patent. Nous sommes un régime parlementaire. Un régime parlementaire? Oui. Semi-présidentiel. Semi-parlementaire. Semi-parlementaire, j'allais dire, Alors, le chef de l'État, c'est le peuple élu, tout simplement le chef de l'État. Oui. Donc, il n'y a que le chef de l'État, le suffrage universel. Oui. Mais vous verrez dans la Constitution, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Oui. C'est la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre qui la met en place, qui la dirige. Mais vous verrez... Dans la pratique? Oui, dans la pratique. Mais dans la pratique, vous verrez, lorsque dans un secteur, je donne un exemple, dans un secteur, lorsque ça ne marche pas, les gens, la population, vous et nous qui constituons la population, nous ne nous exprimons pas, ou bien nous ne sermonons pas. On s'en prend pas. Nous ne sermonons pas les gouvernements ou les chefs du gouvernement. Nous tous, nous irons vers le chef de l'État. Ouais. Or, en principe, partant de notre régime semi-parlementaire que nous avons, nous devions recourir ou rappeler à l'ordre le chef du gouvernement. Mais vous verrez les gens, papa, maman, papa petit Sekedi Likambo. Mais cette population a des représentants qui ont le travail de contrôler. C'est le Parlement qui ne fait pas son travail. C'est le Parlement. Moi, je pense que moi, à mon avis, on ne peut plus continuer comme ça dans cette logique-là. Nous sommes au 21e siècle, en 3e millénaire. Nous devons ramener la réalité telle qu'elle se présente. La population sait que lorsque j'ai un souci dans ce secteur, je dois construire le chef de l'État. Merci pour cet exemple. Donc, il faut un régime parlementaire, alors. Comment? Il faut donner plus de pouvoir de contrôle, c'est ça? Moi, j'estime qu'il faut qu'on donne beaucoup plus de pouvoir au chef d'État. Pourquoi, cher ami? Un deuxième exemple, je vais chuter par là. Un deuxième exemple, je vais chuter par là. Nous avons tous vu, à travers le média, il y a même un mini-documentaire que la présidence a réalisé. Le chef d'État a fait une descente au grand marché de Kinshasa. Ok? Et vous avez vu la réaction du chef de l'État. Donc, c'était pas, sa réaction n'était pas vraiment du tout bon. D'après lui, il n'était pas d'accord avec ce qu'il a vu. Mais est-ce que vous savez, si le chef de l'État avait le pouvoir en ce moment-là, soit de révoquer un gouverneur, il pouvait même le faire, même le même soir-là. Malheureusement, le chef de l'État n'a pas ce pouvoir-là. Et dans cette constitution, le chef de l'État ne peut, je dis bien, ne peut jamais révoquer un gouverneur. Jamais. Ça veut dire que pour qu'un gouverneur soit démis de ses fonctions, il doit y avoir d'abord crise persistante entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements.
Et c'est en ce moment-là que le chef pourra prendre une décision pour dissoudre l'Assemblée provinciale, pas le gouverneur. Alors, sachant bien que le gouverneur est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Emmanuel Chibambe, voilà, il y a beaucoup de lacunes. S'il vous plaît, il y a une dernière question. Vous avez tellement pris le temps, je saurais plus vous la poser. La question de savoir, la Constitution limite à 3 matières. Des sujets référendaires. Pourquoi est-ce qu'on a encore des changements constitutionnels comme sujet référendaire? Je réponds rapidement. Oui. Vous trouvez normal l'article 5 de la Constitution, cher ami, qui donne mandat au peuple de pouvoir s'exprimer librement. C'est lui qui est le souverain primaire. C'est reconnu dans ce verset 5. Quand on dit un souverain primaire, c'est lui le souverain. Il n'y a pas de souverain secondaire, il n'y a pas. Merci. C'est lui le souverain primaire. Tout dit. Mais vous avez tout dit. Vous avez souverain primaire, il y a un souverain secondaire qui veut lui limiter les décisions à prendre par rapport à des décisions. Ça n'existe pas, il y a un broglio, vous y avez vu une opportunité ou une urgence dans les propos de Emmanuel Chibambe. Cette fois, c'est pour terminer l'émission. Aucune. Allez-y. Ni urgence. Vous sentez la difficulté avec laquelle il répond à vos questions. C'est-à-dire, il a expliqué qu'il faut un régime présidentiel parce que dans le concret, dans l'imaginaire, c'est le chef de l'État qui rend compte à la population. Pourtant, il y a un exécutif, normalement, qui devrait... nous n'avons pas d'abord un régime à qui devrait demander des comptes, oui. Oui, nous, on n'a pas d'abord un régime semi-parlementaire, comme il est dit. Nous avons aujourd'hui dans notre pays un régime semi-présidentiel. C'est pratiquement pareil. Hein. Exactement, mais il y a une différence de taille. Alors, mon cher ami Gaïta, il a évoqué des dispositions, soit 3 dispositions ici. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on peut changer la Constitution? Ça, c'est la première question. Parce que déjà, nous sommes dans un État, disons-nous, clairement démocratique. C'est pourquoi le législateur a prévu les modalités, n'est-ce pas, de la révision constitutionnelle. Parce qu'il y a des dispositions qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, c'est-à-dire permettre à ce qu'une disposition soit adaptée, comme il est dit, aux réalités du pays. Est-ce que c'est un péché? Cette disposition qu'il évoque là, est-ce qu'elle est verrouillée? Non, pas du tout. Elle est ouverte, c'est-à-dire on peut toujours voir de quelle manière l'adapter s'il y a nécessité ou s'il y a l'urgence. Mais il y a des matières qui sont intangibles là, notamment les prérogatives de province, la forme républicaine. Si on veut changer de forme républicaine, il faut toucher à l'article 220. D'où un changement. C'est pourquoi je vous dis que dans la Constitution que nous avons, il n'y a que 8 matières qui sont bloquées par la Constitution. Il n'y a que 8 matières. Sur 229, n'est-ce pas, articles que nous avons dans la Constitution, il n'y a qu'une disposition qui regorge 8 matières qui est verrouillée. C'est-à-dire, toutes les autres dispositions sont ouvertes. C'est-à-dire, elles peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Voyez-vous? Parce que, j'ai dit tantôt ici, dans une république, les réformes doivent être permanentes. Voyez-vous? Alors, pourquoi aujourd'hui, pour des dispositions, mettons même 50 dispositions? Et c'est la raison pour laquelle on peut changer la Constitution. Nous, à notre époque... Mais si c'est une disposition clé, permettez-moi. Si c'est une disposition clé, alors... Nous, à notre époque, nous avons eu à modifier 15 dispositions de la Constitution. 15 dispositions. Est-ce que avons-nous changé la Constitution pour cela? Non, les hésitations sont claires. Ici. C'est-à-dire, ils veulent à tout prix à ce que M. Tshisekedi puisse remplir, c'est-à-dire faire un 3e mandat. C'est ça. Nous ne sommes pas les affaires de la dernière pluie. Ah bon? Oui. Donc, ce sont des prétextes, des échappatoires pour dire non, et telle disposition n'est plus obsolète, mais la révision, elle est constitutionnelle. Voyez-vous? Mais elle ne parle pas de la révision, il parle du changement. Ça, c'est notre débat. Le changement, c'est notre débat. Est-ce qu'ils savent pourquoi est-ce que le législateur n'a pas prévu les modalités du changement de la Constitution? Est-ce qu'ils savent? C'est parce que les modalités, le changement répond aux événements majeurs qui viennent stopper, bloquer le fonctionnement régulier des institutions. C'est pourquoi les législateurs ne les a pas prévus. On dira que ce sont des événements qui sont antidémocratiques. Le changement constitutionnel est antidémocratique. Je dis, les changements de la Constitution répondent aux événements qui viennent bloquer le fonctionnement régulier des institutions. J'ai pas compris ce que ça veut dire, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, la réponse, ça veut dire, oui. C'est-à-dire tout simplement que les législateurs n'ont pas prévu les modalités du changement de la Constitution. Oui, mais le législateur n'a pas totalement verrouillé ou limité le pouvoir de souveraineté de la population ou du peuple. Mais quel pouvoir? Est-ce que vous reconnaissez que la souveraineté nationale appartient au peuple? Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est déjà exprimé là au-dessus, mon cher ami. Mais il peut s'exprimer encore. Pas du tout. Oui. Les professeurs s'est exprimé disant que face aux crises que nous avons connues dans ces pays, parce qu'il ne faut pas oublier que non, toutes les crises que nous avons connues dans ces pays, elles étaient beaucoup plus liées sur la question de légitimité des dirigeants. Alors, pour couper ce coup à cela, le peuple a dit,
On ne veut plus avoir de président qui va aller au-delà de ces deux mandats. C'est-à-dire, on a verrouillé cette disposition pour que nous puissions également assister à des alternances politiques et démocratiques. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ici que non, le peuple veut encore changer la cause. Et pourquoi? Et pourtant, le peuple s'est déjà prononcé en disant que non, on ne veut plus avoir, suite justement à la dictature mobuchienne qui avait détruit tout l'homme et tout homme zaïrois de l'époque, on dit, il faut verrouiller cette disposition. C'est-à-dire, verrouiller la durée et le nombre de mandats du président. Est-ce que vous savez qu'au Zimbabwe, ici, on change la constitution. Mais là-bas, il n'y aura pas référendum pour ça, au Zimbabwe. Même, on parle ici d'un état démocratique ou dans un état dictatorial. C'est dans la dictature qu'on peut assister à ce genre d'événements. Mais dans un état démocratique, comme le nôtre, j'espère bien, malgré qu'aujourd'hui la démocratie a fait place à la dictature, c'est-à-dire, nous voulons ici sauvegarder les acquis démocratiques, c'est-à-dire assister à chaque fois à la tendance politique et démocratique. C'était ça la logique qui a été prévalue. Non, il a eu beaucoup de temps, mon cher ami Gaïda. Je sais savoir si vous avez eu le même temps dans non, pas du tout. C'était ça d'ailleurs, les soucis majeurs du peuple, c'est-à-dire assister, comme Kabila l'a démontré ainsi bien, à l'alternance politique et démocratique. C'était ça les souhaits. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Tshisekedi veut aller au-delà de ces mandats? Pourquoi? Donc, nous n'allons pas l'admettre. Et le peuple congolais n'acceptera jamais que M. Tshisekedi puisse aller au-delà de ces mandats. Voyez-vous? Parce que cette disposition-là, elle est verrouillée. La question fondamentale ici, c'est que ils ne vous disent pas la vraie raison. C'est-à-dire, les dispositions qu'il a évoquées ici, je l'ai dit ici, c'est-à-dire que non, elles peuvent faire l'objet d'une révision, ça c'est constitutionnel. Mais pourquoi ils veulent changer la Constitution, mon cher ami? C'est un faux débat, un faux prétexte. Merci. Non, ils cherchent tout ça. Non, je ne le redis pas. Ils cherchent à tout prix que M. Tshisekedi soit un président éternel. Et ça n'est pas cela. Voilà. Alors, on va prendre la parole pour la dernière fois. S'il vous plaît, on va faire un effort d'être concis. Quand je vous dis vous arrêtez pour qu'on reste dans le temps. Je retourne à vous, Emmanuel Tshibambe. Je sais que vous avez beaucoup de matière à réponse là-bas. Le chef de l'État était apparemment partant pour un dialogue. Il est allé voir ses homologues, notamment le président Luanda, le président de l'Angola, qui lui a proposé un format plus inclusif. Tshisekedi, le président de la République, a voulu plutôt un format qui n'est pas issu d'un compromis. Et finalement, c'est le changement de la Constitution pour lequel il opte. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un chaos comme ça, quand on va de crise en crise? Il faut demander à notre ami de pouvoir lire l'article 220. Qu'il lise vraiment l'article, qu'il fasse vraiment l'usage intégral de l'article 220. Apparemment, il est lit, mais il ne comprend pas. Allez, expliquez-moi alors. Ce que tu dis que ça peut faire l'objet des révisions, c'est faux. On toucherait à l'article 220, c'est la forme de l'État. Tu es juriste, tu devais le comprendre, tu devais le savoir et le maîtriser autant plus que moi. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est honteux. Je raconte, voilà ce que je raconte. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Non, mais il est dans la fausseté, je dois laisser remonter. C'est compris alors. Allez-y, répondez à la question. Est-ce qu'on se dirige pas vers un chaos? C'est le risque qu'a soulevé la SENCO, le risque de balkanisation. Si vous avez fait fi de tout ce que la SENCO a dit par ailleurs, mais retenez quand même que la SENCO craint qu'on se retrouve face à un dilemme. Je prends un pays modèle, la France. Oui. Il faut demander à nos amis de la SENCO et mon ami qui est en face, parce que je n'ai pas qualité de lui poser la question, comment est-ce que la France est passée de la première à la 5e République? Est-ce que la France est un pays dictatorial? Comment est-ce que la France est passée de la première République aujourd'hui à la 5e République, tout en changeant des constitutions? Cher ami, ce message ne passera pas. Et malheureusement pour vous, que nous sommes là en face, pour vous barricader, parce que avec ce genre de langage, vous risquerez d'ingurgiter la population, vos faussetés. Changer de constitution, ça s'est déjà fait dans notre pays. Le président Kasavubu, il a changé la charte coloniale. Il n'y avait pas eu tout ce que vous évoquez. Le président Mobutu l'a fait. Il n'y avait pas eu tout ce que vous avez fait. Le Laurent Désiré l'a fait. Il n'y a pas eu tout ce que vous évoquez. Merci. Alors pour chuter, cher ami, s'il vous plaît. Nous disons aux amis et à la population qui nous J'ai dit que quand je vous demanderai d'arrêter, arrêtez, s'il vous plaît. 10 secondes, je vous demande 10 secondes. Cette fois-ci, vraiment, je tiens ça. 15 secondes. Je dis à la population que changer de constitution dans notre pays ne va nullement amener le pays dans le chaos, comme je dis. Et cela ne veut pas dire que le pays est
nous sommes dans un pays dictatorial. Non, nous sommes un pays démocratique. Dans un pays démocratique, on peut changer de constitution. À l'exemple de la France, par exemple, on a changé à 5 reprises. Donc la France n'est pas un pays dictatorial, c'est un pays démocratique. Alors la position de l'opposition, du PPRD, de la SENCO, est peut-être constitutionnelle, mais antidémocratique, parce que vous voulez pas la population de reprendre parole et s'exprimer, comme l'a dit le professeur Ngondankoy, qui redonne la parole à la population par le référendum. Mais c'est faux, déjà. Je ne comprends pas, mon cher ami, d'abord l'arrogance avec laquelle nos amis parlent de cette question, du changement de la Constitution, mon cher ami. Voyez-vous, est-ce qu'il, je ne sais pas s'il mesure la dangerosité qu'il y a autour de cette question du changement de la Constitution, soit les conséquences qui peuvent en découler face à cette question du changement de la Constitution. Donc, admettons qu'on change la Constitution, mon cher ami. Parce que vous savez que toutes nos décisions tirent l'air sur des pouvoirs, soit de légitimité, de l'égalité de cette Constitution. C'est-à-dire, surtout qu'elle tombe, elle va tomber ensemble avec nos institutions. C'est-à-dire, nous aurons des autorités qui seront toutes également illégitimes et illégales. Voyez-vous? C'est-à-dire, ils vont exposer les pays au pire scénario possible, mon cher ami Gaïta. Aujourd'hui, au pire scénario. Vous avez suivi la déclaration de nos amis qui sont à l'est du pays. Ils disent, aussitôt qu'on change des constitutions, donc ici, on aura un autre État. Un autre État. Voilà d'abord un danger qui nous guette. Voilà d'abord un danger qui nous guette. Est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir balkaniser les pays, comme il a dit, il s'appelle Kingwanda, hein? Vous vous souvenez de ces propos-là, que lorsque l'UDP sera au pouvoir, le pays sera balkanisé. Donc nous sommes en train de voir que l'UDP est en train de mettre pratiquement en place, n'est-ce pas, cette volonté de vouloir balkaniser le pays. Parce que ceux qui sont à l'Est disent qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils occupent une grande partie de notre territoire national, et ils expriment leurs intentions, c'est-à-dire au sein des constitutions, donc ils vont créer notre État. Donc voilà. Moi je pense qu'humblement ici, que le peuple congolais n'acceptera pas qu'on touche à cette constitution, qu'on change cette constitution. Voilà, parce que les intentions de M. Tshisekedi sont claires. Et je ne vois pas un Congolais sérieux qui a toutes les facultés mathématiques qui peut accepter que cette constitution soit changée. Parce que le bilan de M. Tshisekedi est plus chaotique. S'il vous plaît, cadre national de réflexion sur les réformes constitutionnelles. Et bien voilà. Puisque nous sommes une chaîne démocratique, nous vous accordons la parole. Exprimez-vous en commentaire sur les différents réseaux sociaux où vous nous suivrez, soit sur Facebook, sur YouTube. Êtes-vous pour ou contre les changements de la Constitution? Y voyez-vous une opportunité, une urgence, une nécessité? En tout cas, il faudrait bien qu'on s'y exprime. Au revoir.